Après que ma sœur est tombée enceinte de mon mari, mes parents m'ont offert 2,5 millions d'euros pour signer les papiers du divorce et partir avec ma fille. J'ai souri, et j'ai signé. Mais le jour de son mariage, les résultats ADN sont arrivés, et tout s'est effondré. L'enveloppe est arrivée sur le lieu du mariage à 14h47, soit 15 minutes avant le début prévu de la cérémonie. Je le sais, parce que j'avais payé un supplément pour obtenir une confirmation de livraison avec horodatage, et que j'avais surveillé mon téléphone de façon obsessionnelle toute la matinée. Le coursier l'a remise directement à mon père, devant les invités rassemblés dans la cour du domaine d'Ashford. J'ai observé la scène depuis ma voiture, garée sur le parking, pendant qu'il l'ouvrait. Son visage est passé de la confusion à l'horreur, le temps d'un seul souffle. Puis, il l'a montré à ma mère. Elle a poussé un cri, un son qui est parvenu jusqu'à l'endroit où j'étais assise. À travers les portes entr'ouvertes, j'ai vu les invités se retourner. Des voix inquiètes se sont élevées. Mon père était déjà en mouvement, se frayant un chemin à travers la foule, en direction de la suite nuptiale. J'ai attendu très exactement 3 minutes. Ensuite, j'ai allumé le moteur, et je suis parti en laissant le chaos derrière moi. Mais, pour comprendre pourquoi le jour du mariage de ma sœur a été détruit de la sorte, il faut comprendre tout ce qui a mené à cet instant précis. Je m'appelle Vivian et, jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir une belle vie. J'étais marié à Ryan, un avocat d'affaires prospère, que j'avais rencontré à l'université. Nous avions une fille de 5 ans, nommée Sophie, qui était le centre de mon monde. Nous vivions dans une jolie maison en banlieue, nous avions une vie confortable et nous semblions, du moins de l'extérieur, être la famille parfaite. Ma petite sœur, Melissa, avait toujours été l'enfant rebelle. De 3 ans ma cadette, elle avait passé sa vingtaine à sauter d'un emploi à l'autre, enchaînant les relations et diverses activités artistiques qui n'avaient jamais vraiment abouti. Elle était retournée vivre chez nos parents à 2 reprises. Elle avait connu une série de romances ratées, et elle était, d'une manière générale, le membre de la famille pour lequel tout le monde s'inquiétait, tandis que j'étais la fille responsable. J'avais toujours essayé de la soutenir. Je l'avais laissée vivre avec Ryan et moi lors d'une de ses ruptures. Je l'avais aidée financièrement, lorsqu'elle était entre 2 emplois. Je lui avais présenté des contacts professionnels, susceptibles de l'aider dans sa carrière. Après tout, c'était ma sœur. La famille est de la famille. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. La façon dont elle s'attardait lorsque Ryan rentrait du travail, l'effort supplémentaire qu'elle mettait dans son apparence quand elle savait qu'il serait là. Les questions sur notre mariage, qui semblaient un peu trop indiscrètes. Mais j'avais confiance en eux deux, alors j'ai mis mes instincts sur le compte de la paranoïa. La vérité a éclaté de la pire des manières possibles. Je suis rentré tôt d'un voyage d'affaires. Ma conférence s'était terminée un jour plus tôt, et j'avais décidé de faire une surprise à Ryan et Sophie. J'ai envoyé un message à la nounou de Sophie pour lui dire que j'irais la chercher à l'école moi-même, voulant passer un après-midi amusant avec ma fille. Je suis entré chez moi à 14h un jeudi, et j'ai trouvé mon mari et ma sœur sur le canapé de mon salon. Ils n'étaient pas seulement en train d'avoir une liaison, ils étaient suffisamment à l'aise pour le faire chez moi, en plein milieu de la journée, dans la maison où vivait ma fille. Ils ne m'ont même pas remarqué au début. Je suis resté là pendant 10 secondes, qui m'ont paru 10 ans, à regarder mon mariage et ma confiance en ma sœur voler en éclats. Quand Ryan m'a enfin vu, il n'a même pas eu la décence de paraître embarrassé. Il semblait simplement agacé que je l'ai interrompu. « Vivian, tu es rentré tôt. » Ce furent ses premiers mots. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de l'irritation face à mon arrivée inattendue. Melissa avait attrapé une couverture, et s'enveloppait dedans, le visage rouge. Bien que je n'ai pas su dire si c'était de honte, ou de colère d'avoir été surprise. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas effondré. Je suis resté planté là, sentant quelque chose en moi devenir très froid et très silencieux. « Sors », ai-je dit à Melissa. Tout de suite. Elle s'est empressée de s'habiller, tandis que Ryan restait assis, sans même prendre la peine de se couvrir. Il me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Du mépris, mêlé à quelque chose qui aurait pu être du soulagement. « Nous devons parler », a-t-il dit. « Non, nous n'en avons pas besoin. Habille-toi et va à l'hôtel. Je veux que tu quittes cette maison d'ici 1 heure. » Melissa pleurait maintenant, disant quelque chose sur le fait que c'était simplement arrivé, et qu'il ne voulait pas me blesser. L'excuse standard de l'infidélité,
qui ne signifiait rien, et ne réparait rien. J'ai appelé mon avocat depuis ma chambre, pendant qu'il s'habillait et partait. Quand je suis allé chercher Sophie à l'école, les affaires de Ryan étaient en train d'être transférées dans un garde-meubles, par une entreprise que j'avais engagée. Son accès à nos comptes joints était gelé, et les papiers du divorce étaient en cours de rédaction. J'ai expliqué à Sophie que papa vivrait ailleurs pendant un certain temps. Elle a pleuré, a demandé pourquoi, et a demandé si c'était de sa faute. Je l'ai serrée dans mes bras, et je lui ai promis que ça n'avait rien à voir avec elle, que papa et maman l'aimaient tous les deux, même si nous n'allions plus vivre ensemble. Le soir même, ma mère a appelé. Je m'y attendais. Mélissa avait manifestement couru à la maison, pour donner sa version des faits. Vivian, ma chérie, Mélissa nous a raconté ce qui s'est passé. Elle est dévastée. Elle est dévastée? Elle a couché avec mon mari. C'était une erreur. Ces choses arrivent. Elle n'a jamais voulu. Non, les jeux coupés. Ne lui cherche pas d'excuses. Ne me dis pas qu'elle ne l'a pas voulu. Elle a fait un choix. Ryan a fait un choix. Et moi, je fais le choix de n'avoir aucun des deux dans ma vie. Tu exagères. Pense à Sophie. Elle a besoin de son père. Sophie aura son père. Elle n'aura simplement pas à voir sa mère s'entendre avec la femme qui a détruit le mariage de ses parents. Ma mère a soupiré, utilisant cette voix raisonnable qui m'avait toujours donné l'impression que c'était moi qui étais difficile. La famille, c'est la famille, Vivian. Tu ne peux pas simplement rayer Mélissa pour toujours pour une erreur. Regarde-moi faire. J'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai bloqué le numéro de mon père, ainsi que ceux de Mélissa et de Ryan. J'en avais fini avec eux tous. La procédure de divorce a commencé. Ryan voulait la garde partagée de Sophie, ce que je ne pouvais légalement pas empêcher. Mais je me suis assuré que tout le reste soit documenté, la liaison, son abandon du domicile conjugal, le fait qu'il avait couché avec ma sœur dans notre maison. Mon avocat m'a dit que nous avions un dossier solide pour obtenir un accord favorable. Ryan était associé dans son cabinet, et gagnait un salaire à 6 chiffres confortable. Je travaillais à temps partiel depuis la naissance de Sophie, me concentrant sur son éducation. J'avais droit à une pension alimentaire pour moi, une pension pour notre enfant, et une part importante de nos biens conjugaux. C'est là que les choses sont devenues bizarres. 6 semaines après que je les ai surpris, Mélissa s'est pointée à ma porte. J'avais changé les serrures, mais elle avait toujours mon adresse. Je lui ai répondu via l'interphone de la caméra de sécurité. Va-t'en, Mélissa. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. C'est important. Il n'y a rien que tu puisses me dire que j'ai envie d'entendre. Je suis enceinte. Les mots sont restés en suspens dans l'air. J'ai senti mon estomac se nouer. Félicitations. Va le dire à Ryan. Je m'en fiche. C'est son bébé. Nous allons nous marier. J'ai ri. Un son amer qui m'a surprise moi-même. Tu vas te marier avec Ryan? L'homme que tu m'as volé. Que c'est romantique. Je ne l'ai pas volé. Il m'aime. Nous allons être une famille. Alors, soyez une famille loin de moi, et de ma fille. Tu n'es pas la bienvenue ici. J'ai éteint l'interphone, et je suis retourné à l'intérieur. Sophie jouait dans sa chambre, ignorante de la bombe que sa tante venait de lâcher. Enceinte. Ils allaient se marier, et aller de l'avant, comme si je n'étais qu'un malencontreux obstacle dont ils s'étaient débarrassés. La rage qui bouillonnait en moi depuis que je les avais surpris, a failli éclater, mais je l'ai canalisée. Je l'ai transformée en un calcul froid. J'avais un avantage qu'ils ignoraient. Je savais quelque chose dont ils ne se doutaient pas. Ryan avait subi une vasectomie il y a 3 ans. Nous avions décidé qu'avec Sophie, notre famille était complète. Ryan avait été catégorique sur le fait de ne plus vouloir d'enfant. Il avait fait la vasectomie, et avait reçu le feu vert de son médecin. Plus de spermatozoïdes viables, plus aucune chance de grossesse. Je l'avais accompagné pour l'intervention, et pour les rendez-vous de suivi. J'avais les dossiers médicaux dans nos archives. Il n'y avait aucune chance que le bébé de Mélissa soit de Ryan. Intervention de Tabi, oh, ça vient de devenir dangereux. Pas bruyant, pas brouillon. Au moment où elle a dit qu'elle était enceinte, oui, tout a changé. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement une trahison,
c'est un mensonge construit par-dessus. Et ils bâtissent avec confiance tout un avenir, sur quelque chose qui n'a même pas de sens. Et tu n'as pas discuté, tu ne l'as pas dénoncé tout de suite. C'est ça qui frappe différemment. Tu as attendu, tu les as laissés avancer, fiançailles, mariage, tout, alors que tu détenais la seule part de vérité, capable de tout faire s'effondrer en quelques secondes. Ce n'est pas une vengeance nourrie par l'émotion, c'est de la patience avec un but précis. Mais je n'ai rien dit. Ni à Ryan, ni à Melissa, ni à mon avocat. J'ai gardé cette information pour moi, et je les ai regardés construire leur avenir sur une fondation de mensonges. 2 semaines plus tard, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Mon père s'est présenté chez moi. Je n'avais pas bloqué son numéro, parce que nous avions des affaires en cours via un fonds familial. Il m'a demandé de venir leur parler. Il a dit qu'ils avaient une proposition, qui serait la meilleure pour tout le monde. Contre mon bon sens, j'y suis allé. J'ai d'abord emmené Sophie chez une amie. Elle n'avait pas besoin d'être mêlée à quoi que ce soit de tout ça. La maison de mes parents était exactement la même que d'habitude. Les mêmes meubles, les mêmes photos au mur, y compris plusieurs de Melissa et moi enfants, à l'époque où je pensais que nous serions toujours unis. Ma mère était dans le salon. Melissa était assise à côté d'elle, l'air à la fois provocante et nerveuse. Ryan était là aussi, debout près de la cheminée, les bras croisés. « Merci d'être venu », a dit mon père, prenant sa voix de salle de réunion. Nous voulions discuter d'une résolution à cette situation, qui profiterait à toutes les personnes impliquées. Quelle situation, ai-je demandé? Celle de ma sœur, enceinte du bébé de mon mari? Cette situation-là. Nous comprenons que tu sois blessé, a dit ma mère. Mais s'attarder sur le passé n'est pas productif. Melissa et Ryan vont se marier. Ils fondent une famille. Nous pensons qu'il serait préférable pour Sophie, que nous puissions tous avancer à l'amiable. À l'amiable. J'ai laissé le mot flotter en l'air. Que voulez-vous que je fasse, exactement? Assister à leur mariage? Jouer à la famille heureuse, avec la sœur qui a couché avec mon mari. Nous voulons te faciliter les choses, a répondu mon père. Il a sorti un dossier de sa mallette. Ryan a accepté de renoncer à tous ses droits parentaux sur Sophie, en échange de ta signature sur un accord, stipulant que tu ne réclameras ni pension alimentaire, ni partage des biens, au-delà de ce qui est établi dans ce document. Il m'a tendu le dossier. Je l'ai ouvert, et j'ai parcouru le document légal à l'intérieur. Ryan proposait de se désengager complètement de la vie de Sophie, en m'accordant la garde totale. Aucun droit de visite, et une renonciation pure et simple à ses droits parentaux, en échange d'une rupture nette des obligations financières liées à notre mariage. Il abandonne Sophie pour éviter de me payer, ai-je demandé, la voix dangereusement calme. Il te donne ce que tu veux, est intervenue Melissa. La garde totale. Aucun temps partagé avec Ryan et moi, tu n'auras jamais à nous voir. Et en échange, je n'obtiens rien du mariage, pendant qu'il conserve l'intégralité de son salaire et de ses biens. Pas rien, a rectifié mon père. Nous t'offrons 5 millions d'euros. Un paiement unique, net d'impôts, suffisant pour acheter une maison comptant, investir pour l'avenir de Sophie, et vivre confortablement pendant que tu reconstruis ta carrière. En échange, tu renonces à toute réclamation sur les revenus ou les biens de Ryan. Et tu acceptes de refaire ta vie. J'ai regardé le chiffre sur la proposition d'accord. 2,5 millions d'euros. De l'argent qui change une vie. Bien plus que ce que j'aurais obtenu lors d'un divorce interminable, surtout si Ryan se battait pour chaque actif. Et j'obtiendrai la garde exclusive de Sophie. Je n'aurai jamais à la partager avec Ryan et Melissa. Je n'aurai jamais à voir ma fille passer ses week-ends avec sa tante, celle-là même qui avait détruit notre famille. D'où vient cet argent, ai-je demandé. C'est nous qui le fournissons, a répondu ma mère. À partir du fonds familial. Nous pensons que ça vaut le coup, pour assurer la stabilité de Sophie, et pour que tout le monde puisse aller de l'avant. Ils étaient en train de m'acheter. Ils me payaient 2,5 millions d'euros pour que je disparaisse discrètement, afin que Melissa et Ryan puissent jouer à la famille parfaite, sans que l'encombrante première épouse ne cause de problème. J'ai regardé Ryan, qui fixait le mur, incapable de croiser mon regard. Melissa, qui touchait son ventre plat d'un air protecteur, jouant déjà la martyre future maman. Et mes parents, qui avaient clairement décidé que le bonheur de leur fille cadette,
valait plus que la dignité de leur fille aînée. Je veux que ce soit mis par écrit, Ryan renonce à tous ses droits parentaux, ai-je déclaré. Des documents légaux déposés au tribunal. Il n'a aucun accès à Sophie, aucun mot à dire dans sa vie. S'il change d'avis dans 5 ans, et veut à nouveau être père, tant pis pour lui. D'accord, s'est empressé de dire mon père. Et je veux que vous sachiez que vous êtes tous les 3 morts pour moi. Je ne veux aucun contact avec Mélissa, évidemment, mais avec vous non plus. J'ai regardé mes parents. Vous la choisissez, elle, plutôt que moi. Vous me payez pour que je disparaisse. Pour que vous puissiez avoir la fille que vous voulez, et le petit enfant que vous préférez. Je veux que ce soit très clair pour vous. Ma mère a tressailli. Vivian, ce n'est pas. Si, ça l'est. Vous m'offrez de l'argent pour que je m'en aille. Pour vous faciliter la vie, pour que Mélissa ait son mariage de conte de fées, et sa nouvelle famille parfaite, sans la première épouse problématique. Alors, je prendrai votre argent. Et vous pourrez avoir exactement ce que vous voulez, mais ne prétendez pas que c'est autre chose. J'ai signé les papiers sur le champ. Tous. L'accord de divorce, la renonciation à la garde, l'accord financier. J'ai souri en le faisant, observant leur soulagement de me voir leur faciliter la tâche. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà fait quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Quelque chose qui allait détruire toute leur histoire. 3 semaines plus tôt, je m'étais rendu à la maison où résidait Ryan. Il avait été surpris de me voir. Nous ne communiquions que par l'intermédiaire de nos avocats, depuis la séparation. Je lui ai dit que je voulais parler d'adulte à adulte, de ce dont Sophie avait besoin pendant cette transition. Il m'avait laissé entrer, méfiant, mais prêt à discuter de notre fille. Nous nous étions assis dans son salon provisoire, et avions eu ce qui ressemblait à une conversation raisonnable, sur les horaires d'école, la thérapie pour Sophie, et la façon de minimiser les dégâts de notre divorce sur elle. À un moment donné, je lui avais demandé d'utiliser les toilettes. Il avait acquiescé distraitement, concentré sur son téléphone. J'avais descendu le couloir et, sur le chemin du retour, j'avais fait un détour par la cuisine. Ryan était un homme d'habitude. Sa routine matinale était millimétrée. La même tasse de café, la même brosse à dents, le même rasoir. J'avais vécu avec lui pendant 8 ans. Je savais où tout se trouvait, même dans cet espace temporaire. J'avais pris sa brosse à dents, celle qu'il utilisait chaque matin, couverte de sa salive et de son ADN. Je l'avais enfermée dans un sac en plastique scellé, et je l'avais glissée dans mon sac à main. Une semaine plus tard, je suis allé à l'appartement de Mélissa pendant qu'elle était au travail. J'avais toujours une clé, depuis que je l'avais aidée à emménager 2 ans auparavant. Elle ne me l'avait jamais redemandé. Je suis allé dans sa salle de bain, et j'ai récupéré quelques mèches de cheveux sur sa brosse. Du matériel génétique avec les racines attachées. Je les ai soigneusement scellées dans un sac étiqueté. Ensuite, je me suis rendu dans un laboratoire privé d'analyse ADN, l'un de ces endroits qui effectuent des tests de paternité pour des procédures judiciaires. J'ai expliqué la situation à la technicienne. Je devais déterminer la paternité d'un enfant à naître, et j'avais des échantillons du père présumé et de la mère. Nous pouvons faire des tests de paternité prénatale non invasifs, a-t-elle expliqué. Mais nous avons besoin d'un échantillon de sang de la mère. L'ADN du bébé circule dans son système sanguin, après environ 9 semaines de grossesse. Pouvez-vous analyser les cheveux, ai-je demandé. Non, absolument pas. Les cheveux peuvent nous donner le profil ADN de la mère, mais ils ne nous aideront pas à accéder à l'ADN du bébé. Mais pourriez-vous analyser l'ADN du père présumé? Oui, à partir de la salive sur la brosse à dents. Mais sans l'ADN du bébé, nous ne pouvons pas faire de comparaison. J'ai payé pour qu'ils établissent tout de même le profil ADN de Ryan, afin de l'avoir dans le dossier. Puis, j'ai attendu que la grossesse de Mélissa soit suffisamment avancée. À 16 semaines, Mélissa a publié l'annonce de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Elle a identifié Ryan, a posté une photo d'échographie, et a écrit un message mielleux sur les nouveaux départs, et les bénédictions inattendues. J'ai engagé un détective privé. Je lui ai donné les informations du médecin de Mélissa, et lui ai demandé de découvrir la date de son prochain rendez-vous prénatal. Ce n'a pas été difficile. Il s'est fait passer pour un coordinateur de facturation de sa compagnie d'assurance, a obtenu son calendrier de rendez-vous, et m'en a informé. La semaine suivante,
je savais exactement quand Mélissa serait dans le cabinet de son gynécologue. Le détective privé était là, surveillant sa sortie. Il l'a suivie depuis le cabinet jusqu'au laboratoire d'analyse, où elle s'était rendue pour une prise de sang de routine, un test prénatal standard. Le détective a payé l'un des techniciens du laboratoire, pour prélever, accidentellement, un flacon de sang supplémentaire à Mélissa, et le lui remettre. Était-ce légal? Probablement pas. Est-ce que je m'en souciais? Pas le moins du monde. J'ai apporté l'échantillon de sang au laboratoire d'analyse ADN, le jour même. J'ai le sang de la mère. Nous pouvons faire le test maintenant. La technicienne m'a regardé avec compassion. À combien de semaines en est-elle? 16 semaines. C'est suffisant. L'ADN fœtal devrait déjà bien circuler dans son sang. Nous pouvons analyser cela en le comparant avec le profil ADN du père, que nous avons dans nos dossiers. J'ai payé un supplément pour un traitement en urgence. Une semaine plus tard, j'avais les résultats. Le bébé n'était pas de Ryan. Le test de paternité a montré 0 correspondance génétique entre Ryan et le fœtus. Le bébé de Mélissa avait un père complètement différent. Quelqu'un avec qui elle couchait manifestement, à la même époque où elle couchait avec mon mari. J'ai gardé ces résultats un long moment, décidant de ce que j'allais en faire. J'aurais pu les révéler immédiatement, faire exploser les fiançailles de Mélissa, et exposer la stupidité de Ryan, qui croyait que le bébé était de lui. Mais cela m'a semblé trop facile, trop rapide. Je voulais qu'ils s'engagent, qu'ils construisent tout leur avenir sur ce mensonge. Qu'ils planifient leur mariage, annoncent la grossesse, acceptent les félicitations de la famille et des amis. Je voulais qu'ils soient totalement investis dans leur fin heureuse, avant de la réduire en cendres. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai signé les papiers du divorce. J'ai accepté l'accord de 2,5 millions d'euros. J'ai souri, et j'ai joué le rôle de l'ex-femme conciliante, qui passait à autre chose. Et j'ai attendu. Intervention de Tabi, tu n'as pas discuté, tu ne les as pas exposés tôt. Tu les as laissés marcher jusqu'à l'hôtel, en pensant qu'ils avaient gagné. C'est ça qui rend la chose si percutante. Ils ont construit toute leur fin parfaite sur un mensonge, dont tu avais déjà les preuves. Et cette manœuvre avec les 2,5 millions d'euros. Tu as mis ta fille à l'abri, tu as complètement écarté Ryan, et tu as gardé la carte maîtresse dans ta poche. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du contrôle. Alors, quand cette enveloppe a atterri, oui, ce n'était pas un simple gâchis, c'était une destruction chronométrée à la perfection. Le mariage était prévu 6 mois après la finalisation du divorce. Mélissa voulait une grande cérémonie. Apparemment, c'était mes parents qui la finançaient, puisque les biens de Ryan étaient désormais bloqués, pour assurer le train de vie de Mélissa. Le lieu, la robe, le traiteur. Tout était haut de gamme, et hors de prix. Les invitations ont été envoyées. Je n'étais pas invité, évidemment, mais je connaissais chaque détail, car les membres de la famille n'arrêtaient pas de me demander d'être la plus mature, et d'assister au mariage pour soutenir le bonheur de ma sœur. Je les ai toutes déclinées. J'ai dit que j'allais de l'avant avec ma propre vie, et que je souhaitais le meilleur à Mélissa. Certains d'entre eux ont semblé soulagés. D'autres ont insisté, disant que cela signifierait beaucoup pour la famille, si je pouvais laisser le passé derrière moi. Je suis restée silencieuse, attendant mon heure. Et j'ai ordonné que les résultats ADN soient envoyés par coursier sur le lieu du mariage, pour qu'ils arrivent 15 minutes avant la cérémonie. L'enveloppe était reliée de façon professionnelle. Les résultats clairement étiquetés. La science indéniable. À l'intérieur, il y avait une lettre que j'avais écrite, expliquant comment j'avais obtenu les échantillons, ce que montraient les résultats, et ce que cela signifiait. Chère famille, les résultats du test ADN 6 juin prouvent que le bébé que porte Mélissa n'est pas de Ryan. La probabilité de paternité est de 0%. Ce qui signifie que Ryan est génétiquement exclu en tant que père. Ryan a subi une vasectomie il y a 3 ans. Les dossiers médicaux sont joints. Il n'y a aucune chance qu'il ait pu engendrer un enfant. Sans une intervention médicale qui n'a pas eu lieu. Mélissa a menti sur la paternité de son bébé. Elle a construit ses fiançailles, et son mariage, sur la tromperie. Et vous l'avez tous cru. Parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur qui elle est réellement. J'ai accepté votre accord, et votre argent, parce que je voulais éloigner Sophie de ses dysfonctionnements.
Mais je voulais que vous connaissiez la vérité sur la fille que vous avez choisie à ma place. Et sur l'homme qu'elle a choisi à la place de l'honnêteté. De rien pour le cadeau de mariage. Vivian. J'ai bien regardé les résultats ADN, les dossiers médicaux de la vasectomie de Ryan, et ma lettre, le tout emballé et livré au pire moment possible. J'ai observé depuis ma voiture, comment mon père ouvrait l'enveloppe. Je l'ai observé la montrer à ma mère. Je les ai vus courir tous les deux vers la suite nuptiale, où Melissa était vraisemblablement en train de se préparer. J'ai vu Ryan sortir par une autre porte. Mon père l'a attrapé par le bras, et lui a tendu les papiers. Même depuis le parking, j'ai pu voir l'instant où Ryan a compris. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il a regardé vers la suite nuptiale, puis mon père, puis à nouveau les papiers. Ma mère est sortie seule de la suite nuptiale. Le visage tordu par la rage et la douleur. Elle regardait frénétiquement autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Probablement moi, même si j'étais bien caché dans ma voiture. Les invités déambulaient, confus. Quelqu'un à l'allure officielle, peut-être la coordinatrice du mariage, essayait de faire asseoir les gens, manifestement inconsciente de la catastrophe qui se déroulait en coulisses. Puis, Melissa est apparue. Elle portait sa robe de mariée. Magnifique en blanc, et totalement inappropriée, vu les circonstances. Elle pleurait. Le mascara coulait sur son visage. Ses mains étaient posées de manière protectrice sur son ventre de femme enceinte. Elle hurlait sur Ryan, qui s'éloignait d'elle. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais voir la scène. Sa rage, son horreur, mes parents essayant d'intervenir, les autres membres de la famille réalisant que quelque chose n'allait terriblement pas. La coordinatrice du mariage gesticulait frénétiquement. Les invités étaient maintenant debout, leur téléphone sorti, enregistrant le drame. Cela allait faire le tour des réseaux sociaux dans l'heure. J'ai allumé le moteur, et je suis parti, en laissant le chaos derrière moi. Intervention de Tabi, tu ne t'es pas montré, tu n'as pas discuté, tu n'as pas supplié pour être entendu. Tu as laissé la vérité entrer toute seule, juste au moment où elle comptait le plus. Cette lettre. Elle n'a pas fait qu'exposer Melissa. Elle a mis tout le monde à nu. Tes parents, Ryan, toute cette fausse mise en scène. Ils ont tous dû y faire face en temps réel, devant tous ceux qu'ils essayaient d'impressionner. Et Melissa debout là, dans sa robe, avec tout qui s'effondre. C'est l'instant exact où la fantaisie est morte. S'éloigner comme ça, sans confrontation, sans créer de chaos soi-même, juste en laissant la vérité faire tous les dégâts. Les répercussions se sont déroulées au cours des jours suivants, à travers une combinaison de messages de parents éloignés, et de publications sur les réseaux sociaux, que je surveillais depuis des comptes secondaires. Le mariage a été annulé. Les invités ont été renvoyés chez eux. Melissa a fait une crise de nerfs qui a nécessité des soins médicaux. Le stress de la grossesse, ont-ils affirmé. Bien que je soupçonne que c'était simplement la fin dramatique qu'elle avait toujours voulu, mais pas avec ce scénario. Ryan a apparemment exigé son propre test ADN dans la foulée. Melissa a avoué qu'il y avait effectivement une chance que le bébé ne soit pas de lui. Elle fréquentait quelqu'un d'autre à l'époque où ils avaient commencé leur liaison. Elle a affirmé avoir pensé qu'il était de Ryan, parce qu'elle avait mis fin à l'autre relation, et voulait que le bébé soit le sien. Mon père, qui avait payé le mariage et l'accord financier avec moi, était furieux. Il a exigé que Melissa rembourse l'argent du mariage. Elle en était incapable. Il avait été dépensé en acompte, auprès de fournisseurs, et pour une robe qu'elle ne porterait plus jamais. Ma mère avait apparemment tenté de sauver les meubles, suggérant que Melissa et Ryan se marient de toute façon, et qu'ils surmontent cela ensemble. Ryan avait décliné. Sans un bébé pour les lier, sans la trame romantique de la famille qui se forme, il avait vu Melissa pour ce qu'elle était vraiment. Une femme qui avait détruit 2 relations, pour une fantaisie qui n'était même pas réelle. Il avait quitté la maison qu'ils louaient ensemble. Il a déposé des documents pour contester l'accord de divorce, en invoquant la fraude. Mon avocat a répondu que l'accord était définitif et contraignant. Et que si Ryan voulait invoquer la fraude, il pouvait en discuter avec Melissa et mes parents, qui avaient juré que le bébé était de lui. Melissa est retournée vivre chez mes parents. La grossesse a suivi son cours. J'ai appris par les rumeurs familiales, qu'elle avait fini par identifier le père biologique. Un type qu'elle avait brièvement fréquenté, et qu'elle avait quitté pour Ryan. Il ne voulait rien avoir à faire avec elle, ni avec le bébé.
Elle a eu le bébé 5 mois après son mariage annulé. Un garçon. Elle lui a donné un nom que je n'ai pas pris la peine de retenir, et a publié des photos sur les réseaux sociaux que je n'ai pas regardés. J'ai bloqué ses comptes, mais des membres de la famille continuaient d'essayer de partager des nouvelles, comme si je m'en souciais. Je ne m'en souciais pas. Ma famille, c'était Sophie et moi. Nous avons acheté une belle maison dans un quartier différent, avec l'argent de l'accord. J'ai investi le reste, m'assurant que le fonds universitaire de Sophie soit entièrement financé, et que nous ayons une sécurité financière pour des décennies. Sophie s'est épanouie sans la présence de Ryan. Elle avait suivi une thérapie pour gérer le divorce, et son thérapeute a déclaré qu'elle s'était remarquablement bien adaptée. Elle savait que son père avait pris des décisions qui faisaient qu'il ne pouvait plus faire partie de sa vie, mais elle comprenait que ce n'était pas de sa faute. Elle m'avait moi, mes amis qui étaient devenus notre famille de cœur, et un foyer stable où elle se sentait en sécurité. Mes parents ont tenté de me contacter à plusieurs reprises au cours de l'année suivante. Mon père a envoyé des emails, parlant de la guérison de la famille. Ma mère a laissé des messages vocaux, sur la façon dont je privais Sophie de ses grands-parents. J'ai tout supprimé sans répondre. Ils avaient choisi Mélissa. Ils m'avaient payé pour que je disparaisse. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils voulaient. J'étais parti. Ils n'allaient pas changer d'avis, maintenant que la fille qu'ils avaient choisie s'était révélée être une imposture. Ryan a essayé de nous contacter une fois, environ 8 mois après l'annulation du mariage. Il a envoyé une lettre à mon avocat, demandant si nous pouvions rediscuter de l'accord de garde. Suggérant qu'il avait fait une erreur en renonçant à ses droits parentaux. La réponse de mon avocat fut brève. La renonciation à la garde était légale, contraignante et définitive. Monsieur Ryan n'a aucun droit parental sur Sophie, et aucune base légale pour demander une modification. Toute communication future à ce sujet sera considérée comme du harcèlement. Ryan n'a plus jamais essayé de nous contacter. 2 ans après le mariage annulé, j'ai reçu un message de Mélissa sur LinkedIn. Apparemment, elle avait réussi à remettre sa vie sur les rails. Elle avait un emploi, élevait son fils en tant que mère célibataire, et voulait s'excuser pour tout. Le message était long. Rempli d'excuses sur le fait d'avoir été perdue, d'avoir fait des erreurs, et de n'avoir pas compris ce qu'elle jetait par la fenêtre. Elle disait que sa sœur lui manquait, que Sophie lui manquait, et qu'elle espérait que nous pourrions trouver un moyen de redevenir une famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé, et je l'ai bloqué sur LinkedIn. Certaines trahisons n'ont pas droit à une seconde chance. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Mélissa avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. J'ai choisi Sophie, la stabilité, et une vie loin de personnes qui avaient prouvé qu'elles valorisaient leur propre bonheur au détriment de mon bien-être. 3 ans après que tout s'est effondré, Sophie et moi avons croisé Ryan dans un centre commercial. Il était seul, l'air pluvieux et fatigué. Il nous a vus, et s'est figé. Clairement incertain de la marche à suivre. Sophie ne l'a pas reconnu. Elle avait 5 ans quand il est parti, elle en a maintenant 8. Le visage qu'elle avait connu comme étant « papa » s'était effacé de sa mémoire. Remplacé par la vie stable que nous avions construite. Il ne s'est pas approché, il est simplement resté là, à nous observer passer. Et je n'ai ressenti que du soulagement, à l'idée qu'il soit un étranger pour la fille qu'il avait abandonnée. L'argent du fonds fiduciaire, que mes parents ont utilisé pour me payer, valait la peine. Pas parce que j'avais besoin de cet argent. J'aurais pu subvenir aux besoins de Sophie et aux miens sans lui. Mais parce que l'accepter nous avait libérés totalement. Ils ne pouvaient plus prétendre que je leur devais quoi que ce soit. Ils ne pouvaient plus utiliser le soutien financier comme moyen de pression, pour forcer le contact avec Mélissa, ou avec eux-mêmes. J'ai signé leurs papiers, j'ai pris leur argent, et je suis parti avec ma fille vers une vie qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et les résultats ADN que j'ai envoyés au mariage de Mélissa, se sont assurés qu'ils comprennent exactement quel genre de fille ils avaient choisi de soutenir. Celle qui mentirait sur une paternité, détruirait le mariage de sa sœur, et construirait son avenir sur la tromperie. Ils ont eu ce pourquoi ils ont payé, et moi aussi. Sophie m'a demandé un jour, quand elle avait 9 ans, pourquoi elle n'avait pas de grands-parents comme les autres enfants. Tu en as, lui ai-je répondu. Tu as des grands-parents. Ils ont simplement pris des décisions qui font qu'ils ne peuvent plus faire partie de nos vies. Ils ont fait quelque chose de mal. Ils ont choisi quelqu'un d'autre à notre place. Et nous méritons des personnes qui nous choisissent en premier.
Elle a hoché la tête, satisfaite de cette explication, et est retournée à ses devoirs. Voilà l'héritage du test ADN qui est arrivé au mariage de Mélissa. Pas seulement la cérémonie détruite, ou les mensonges exposés. Le véritable impact a été la liberté que Sophie et moi avons gagnée, vis-à-vis de personnes qui avaient prouvé qu'elles n'étaient pas des personnes saines à aimer. J'avais signé les papiers avec le sourire, parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que leur avenir parfait était bâti sur un mensonge. Et je savais que, lorsque la vérité éclaterait, tout s'effondrerait. Et c'est ce qui est arrivé. De façon spectaculaire. Publiquement. Devant tous ceux qui comptaient pour eux. Les 2,5 millions d'euros n'étaient qu'une compensation, pour ce qu'ils m'avaient pris. Les résultats ADN étaient la justice, pour les mensonges qu'ils avaient racontés. Et Sophie et moi, vivant notre meilleure vie, libres de tous, c'était la véritable vengeance. Parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de partir avec ce qui compte, et de laisser le karma s'occuper du reste. Moi, j'ai juste donné un petit coup de pouce au karma, chronométré à la perfection pour maximiser l'impact. L'enveloppe est arrivée à 14h47. À 15h, tout ce qu'ils avaient construit s'était effondré. Et à 15h15, j'étais sur le chemin du retour avec ma fille, libérée de tous, pour toujours. Ça valait chaque centime. Ça valait chaque instant de planification. Ça valait la peine de voir tout s'écrouler depuis une distance de sécurité, tout en m'accrochant à la seule personne qui comptait vraiment, Sophie. Ils m'ont acheté pour que je disparaisse. J'ai pris leur argent, et j'ai disparu. Mais pas avant qu'ils ne comprennent exactement quel genre de famille ils avaient choisi de garder, et quel genre de fille ils avaient payé pour perdre. Les résultats ADN ont raconté cette histoire bien mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Et le timing. C'était tout simplement de la poésie.